Bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast sur le TDAH au naturel. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va vous transmettre des astuces et des remèdes aussi, parce que parfois il est très difficile de faire la différence entre ce qui est du marketing et ce qui est de la réalité et de ce qui fonctionne. On se retrouve tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce podcast vidéo aussi où on va parler du TDAH. Alors, on parle beaucoup des médicaments dans la prise en charge du TDAH et c'est normal. Pour beaucoup d'entre nous, ils ont changé notre quotidien. Mais on parle beaucoup moins de ce qui peut venir compléter ou soutenir l'efficacité de ces traitements, l'alimentation, le sommeil, l'hygiène de vie, certaines pratiques naturelles. Aujourd'hui, face à toutes vos questions, j'ai eu envie d'ouvrir cette conversation. Alors, évidemment, pas pour opposer médicaments et naturels, mais pour montrer que parfois, on peut penser le TDAH autrement, de manière plus globale. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais accueillir Loïc Pernicien. Loïc, tu te présenteras juste ensuite. Tu as créé un protocole, notamment autour du TDAH au naturel. Tu vas nous parler à la fois de ton parcours, de tes recherches, de tes outils, mais aussi de ta vision, de l'accompagnement qui, évidemment, ne promet pas des miracles, mais qui s'appuie sur des bases concrètes et complémentaires. Alors, pour tous les auditeurs, je pense que c'est important de le dire, Loïc et moi, on se connaît depuis des années. C'est vrai que quand j'ai eu moi-même un diagnostic de TDAH, tu as fait partie de mon entourage qui m'a donné plein d'informations, de conseils. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai à cœur de t'inviter pour échanger sur tous ces sujets qui sont, on va pas se mentir, un peu tricky dans la communauté TDAH. On s'engueule beaucoup quand on parle de naturel. J'ai dit que tu allais te présenter. Je vais peut-être te donner quelques mots parce que je sais que tu es toujours trop humble. Alors Loïc, d'abord, toi, tu es ingénieur, c'est important de le dire, en prévention santé. Tu t'es formé il y a presque plus de 20 ans, je crois, aujourd'hui. Désolée, je spoil un petit peu ton âge. Ça fait, Le temps ça fait passe. après, ça fait, ce que je veux dire, c'est que ça a fait un paquet d'années. Donc, toi, d'abord, tu étais prévention santé. Donc, c'était déjà le sujet de la santé qui était au cœur de ton parcours. Ensuite, tu t'es formé à la naturopathie. Tu t'es formé notamment au Canada, si je ne m'abuse. Et c'est vrai qu'en France, hein, la naturopathie, c'est terrible à dire, hein, mais il y a un peu à boire et à manger. Et c'est important de le dire aussi, tu as parcouru aussi ce sujet du TDAH parce que tu t'es rendu compte que tes patients, en fait, venaient très souvent te voir sans forcément avoir posé les mots sur le sujet. Tu as écrit 10 livres, je ne sais pas combien de livres tu en es, ça va dépendre à quel moment vous allez écouter ce podcast. Si c'est en 2025, il y en aura un de moins que si c'est notamment en 2026. T'es à combien de livres, Loïc? Alors, des livres écrits, il y en a 13. Des livres publiés à l'heure où on se parle, il y en a, si je compte ceux qui sortent la semaine prochaine, il y en a 9. Et voilà. Donc les autres vont arriver. Donc, ça va dépendre à quel moment vous allez l'écouter. Tu as notamment deux best-sellers. Le premier, c'est le grand guide de la naturopathie et un deuxième. Alors, pardon, le Alors, titre exact, donne-le-moi. c'est le Naturopathie, le guide saison par saison. Le deuxième best-seller, c'est le guide ultime de l'herboristerie. Et on peut considérer que Naturopathie quantique, dans sa niche, fait aussi partie des livres de référence aujourd'hui. Donc bon, avoir pondu trois livres qui font office de référence c'est une grande gratitude. Et surtout un gage de confiance aussi. Moi, j'aime bien ta double approche en fait. Donc, tu connais l'herboristerie, tu es aussi donc dans la naturopathie, tu consultes beaucoup. Alors un peu moins forcément parce que tu donnes aujourd'hui beaucoup de conférences, tu interviens dans le monde du travail, tu voyages aussi pas mal parce que tu es aussi parfois un peu au Canada, je le sais. Je vais peut-être commencer par alors te demander s'il y a des choses à ajouter par rapport à ta présentation. Alors, je suis créateur de bêtises sur les réseaux sociaux depuis Ouais, 13, 14 ans aussi. Parce que c'est comme ça, en fait, que j'en suis venu à vulgariser, à expliquer ma pratique. Parce que quand je suis devenu naturopathe, c'était parce que j'ai eu un problème de santé. Et je suis scientifique à la base, hein. On va pouvoir bien expliquer ce sujet-là. D'ailleurs, qu'est-ce que la science? Et, euh, et j'ai fait tout le parcours médical. On m'a dit qu'il fallait que je prenne un médicament parce que ça allait rester à vie. Et j'ai eu l'espèce de réflexe de me dire, bah non, mon corps, il fonctionnait bien. J'ai fait beaucoup de biologie, j'ai fait beaucoup de chimie.
Donc, il doit y avoir un moyen qu'ils reviennent à la normale. Et là, j'ai visité une école d'herboriste, aromathérapeute, naturopathe. Et comme je fais pas les choses à moitié, je l'ai juste visité, mais je suis ressorti. J'avais signé le contrat pour 5 ans d'études. Donc, je me suis formé à la base pour me soigner moi. Et comme dans la vie, je crois profondément qu'il n'y a pas de hasard. J'ai été licencié de mon job de directeur pour une ONG d'éducation à l'environnement la semaine où j'ai reçu mon diplôme. Donc je me suis dit, bon, bah, les deux ensemble, je vais me lancer. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la naturopathie. J'ai une approche post-matérialiste. Donc il y a les livres, comme tu l'as dit, il y a les réseaux sociaux. Donc je suis suivi par plus de 350 000 personnes sur tous les réseaux aujourd'hui. Euh, il y a les chroniques, il y a les podcasts. Enfin voilà, on peut dire atypique en mon sens, où j'assume ma multipotentialité, ce que j'ai beaucoup aimé au Québec, ce qui est plus difficile à vivre en France quand on a plein de casquettes, plein de passions, un cerveau qui tourne à 3000 à l'heure. Et, euh, et tout ça m'a, voilà, fait la naturopathie que je suis aujourd'hui l'expérience que j'ai acquis. Après, c'est aujourd'hui 12, 13 années de pratique de la naturo après avoir suivi le cursus d'ingénierie. C'est très intéressant ce que tu dis. Je pense que ça va résonner avec beaucoup d'auditeurs qui vont écouter cette notion de diversité, de neurodiversité. Alors toi, tu poses pas forcément les mots, mais moi, c'est ce que j'entends et c'est aussi ce que je sais. Ce qui est important à souligner aussi, c'est que c'est 5 ans d'études, la naturopathie, quand tu es au Canada, c'est ce que tu disais. Et moi, ce que je vois chez toi, que je vois pas forcément chez tous les naturaux, c'est ta compétence moléculaire. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit à la base. Peut-être aussi, c'est intéressant de le dire. Moi, je suis chimiste, en fait. J'ai fait 3 ans de physique-chimie. Donc, je connais justement toutes ces interactions. Alors, moi, je les ai oubliées, à la différence de Loïc. Mais c'est vrai que à chaque fois que toi, tu parles d'un sujet, tu mets toujours de la nuance en expliquant les interactions moléculaires parce que tu as une forte densité, en tout cas, de connaissances de sciences dures. Alors, évidemment, on reviendra justement sur qu'est-ce que la science, mais je trouve que ton approche, en tout cas, est intelligente et toujours sourcée. Et c'est pour ça que voilà, je t'ai invité à intervenir sur ce sujet qui est, et je préfère le dire aussi, casse-gueule. On va pas donner une vérité aujourd'hui. Par contre, on va permettre aux auditeurs d'avoir un parcours sur ce sujet du TDAH au naturel. Bah, ce qu'il y a, c'est que la manière avec laquelle on est formé au Canada, donc c'est 50 temps plein, je précise, même si moi je l'ai fait en cours du soir et en cours du soir présentiel et à distance, parce que j'avais aussi un job, donc en fait j'ai cumulé mes études de temps plein plus mon job pendant 5 années, ce qui a été un parcours très 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 intense. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai compris le parcours d'ingénierie que j'avais fait avant. Parce que pour être très transparent avec toi, j'ai fait tout ce parcours d'IUT, IUP, master, deux masters en même temps, enfin deux maîtrises en même temps, je sais plus comment ça s'appelle. Donc en vrai, même à la fin, j'ai fait 2 années où je faisais deux masters en même temps, plus de l'alternance. Donc bon, j'étais déjà un peu un peu partout à la fois. Et je comprenais pas mon parcours. Parce que moi, ce qui me plaisait, c'était la biologie. J'avais qu'une envie, c'était d'être chercheur. J'avais qu'une envie, c'était d'être vraiment dans la bio. Et, et c'est vrai que quand j'ai eu quand j'ai fait tous ces calculs mathématiques, d'ingénierie, tout ça, j'arrêtais pas de me dire, mais oh, mon Dieu, que ça me plaît pas. J'ai pas envie de faire ça. Je me vois pas faire ça toute ma vie. Par contre, quand j'ai commencé mes cours de naturo au Québec, quand j'ai fait de la phytochimie, que c'est imbuvable, que j'ai fait des interactions médicamenteuses, que j'ai dû reprendre tous les process enzymatiques dans le foie, les demi-vies, les découpages de médicaments, les synergies moléculaires, etc. Mais alors là, j'ai béni le ciel d'avoir fait ce parcours avant, parce que j'avais par chance une longueur d'avance énorme par rapport aux autres élèves. C'est parce qu'en fait, tout ça pour moi, c'était des révisions. Tout ce que j'ai appris, c'était le côté naturel, c'était les plantes, c'était tout ça. Mais par contre, euh, le cours de chimie, je m'en souviens parce que ça m'avait choqué. Le cours de chimie que j'ai eu dans mon cours de naturo, c'était 4 heures. J'ai dû en faire au moins 400 heures au total dans mes études, à minima. Donc c'est vrai que quand on a commencé à me parler de quantique, me commençait à me parler de chimie organique, bon, bah, tout ça pour moi c'était simple, je le savais, c'était des révisions. Et c'est ça qui pour moi était vraiment fondateur de ma vision de la naturopathie. Vraiment, oui, avec la vision scientifique post-matérialiste, je l'assume pleinement, mais par contre, avec le fait que
Une molécule, c'est une molécule. Une molécule toute seule, c'est quelque chose. Une plante, c'est autre chose. C'est une synergie de molécules. Et en fait, ça demande un regard aiguisé sur qu'est-ce que l'on va prendre et quels sont les médicaments qu'on prend en même temps. Et ça, c'est pour moi fondamental. Ce que j'ai pas précisé, que tu n'as pas d'ailleurs précisé non plus, c'est que tu es formateur, mais tu es formateur pour tout ce qui est spécialité. C'est quand finalement les naturopathes veulent plus rentrer dans un sujet. Et je sais que ton cours alors comment tu disais, phytochimie, fait peur à tout le monde, je crois. Ouais, il fait peur Voilà. à tout le monde, clairement. En fait, j'ai des cours de spécialisation. Donc, quand on veut se spécialiser sur des thématiques particulières, donc comme TDAH, comme système nerveux, système digestif, allergies, etc. Donc, on rentre en finesse dans chacune des thématiques. Mais j'ai aussi des cours de professionnalisation. Et c'est là qu'il y a les fameux cours de chimie des plantes, d'interaction plantes-médicaments minéraux. Parce que, bah, mine de rien, c'est des choses qui alors, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, c'est vraiment un contexte socio-économique français qui fait que des cours aussi poussés ne peuvent pas être donnés dans les écoles aujourd'hui parce qu'il y a un contexte socio-économique en France qui fait que quand on reprend ses études, on ne peut pas se permettre d'arrêter de travailler pendant 5 ans et de prendre un prêt pour avoir des études ultra poussées comme ça peut se faire, comme ce qui est la culture anglo-saxonne. Je suis franco-canadien, je la connais bien cette culture-là et j'aime particulièrement cette culture du défi, cette culture où on va vraiment à fond dans les choses. Quand on décide de se reconvertir, on y va. Et c'est vrai que voilà, en France, il y a des choses que l'on ne peut pas nécessairement faire et c'est pour ça que j'ai choisi dans ma plateforme de formation de proposer ces cours-là pour les personnes qui souhaitent le faire, que ce soit des naturopathes, mais voilà, pour être très honnête, aujourd'hui, force est de constater que 90% de mes élèves sont quand même des pharmaciens, des médecins, des infirmiers, et j'en suis plein de joie, en fait, parce que je trouve ça génial. Mais je m'y attendais pas. C'est plutôt des, c'est plutôt des pros de santé. Donc déjà, en fait, pour poser le contexte en fait, de ce podcast, l'enjeu, c'était déjà de comprendre qu'on n'allait pas du tout opposer la médecine. Tu travailles avec plein de médecins, tu en formes d'ailleurs, hein, finalement tout ce qui est naturel. Petite première question pour rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter finalement qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur cette notion de TDAH au naturel? Ça pourrait se résumer en 3 lettres. Toi. Mais Alors au-delà c'est de... vrai que j'ai beaucoup partagé et probablement que beaucoup des auditeurs en fait le savent quand on découvre son diagnostic. Généralement, il y a quelques personnes un peu clés autour de nous à qui on va tout balancer en permanence, un peu tout ce qu'on connaît. C'est vrai qu'Aloïc a fait partie des gens à qui j'ai balancé beaucoup d'infos. Mais disons que en dehors de ça, il y a aussi de plus en plus de parents qui viennent me voir avec une forme de désarroi par rapport au diagnostic des enfants. Et je pense d'ailleurs à ce petit garçon qui vit à Madagascar, parce que oui, j'ai des clients un peu partout, et qu'on a accompagné et qui aujourd'hui, franchement, est super bien équilibré. Même les professeurs n'en reviennent pas. D'ailleurs, j'en parle dans la formation. Et c'est vrai que je suis un naturopathe qui aime les défis. Moi, honnêtement, ça m'ennuie d'avoir des sujets qui se règlent en un claquement de doigts. Voilà, c'est con, mais c'est ma manière de fonctionner. J'aime me casser la tête, j'aime les cas qui sont complexes, qui sont touchy, tu le disais tout à l'heure. Et c'est vrai que le TDAH, plus je me plongeais dans le sujet, plus je trouvais que c'était touchy, plus je trouvais qu'il y avait des leviers, plus je trouvais qu'il y avait une individualité profonde à chaque personne TDAH, ce qui est l'essence même du métier de naturopathe. Et en fait, je me suis pris, à cause de toi, ou grâce à toi, je me suis vraiment pris au jeu de la compréhension des process neurologiques, des sources, des causes potentielles, que ce soit de la génétique, que ce soit de la neuroinflammation, il y a plein de causes potentielles et moi, j'adore ça. Et donc, en fait, c'est un petit peu comme si j'avais mis le doigt dans quelque chose et qu'en fait, bah, je me suis fait littéralement bouffer par ce quelque chose pendant 3 mois pour étudier le sujet à fond. Et il est passionnant, en vrai. Il est passionnant. Et comme et je vais le dire là, je vais sûrement le répéter, mais on a tendance à, il y a beaucoup d'autoflagellation de la personne TDAH, il y a beaucoup de... Enfin voilà, on a plutôt tendance à regarder la chose du côté négatif parce que notre société est pas adaptée à ça. Mais par contre, c'est des cerveaux qui sont énormes. Il y a tellement de qualités qui ressortent de ça. Ça nécessite juste enfin juste entre guillemets, de réussir à trouver une certaine forme d'harmonie. Mais par contre, c'est une machine de guerre, un cerveau TDAH. Et moi, je préfère le voir comme ça et c'est ce que j'ai compris
en fait, avec toutes les recherches que j'ai fait, c'est qu'en fait, c'est une machine de guerre, mais c'est comme elle était un peu mal réglée. Et que tous les outils que j'ai pu trouver et qui sont validés par la science dans ma formation adulte, il y a 237, je les ai vérifiés, études scientifiques. Donc on n'est pas sur des trucs qui sont sortis du chapeau. Euh, et, et bien tout ça permet de transformer ce cerveau en une véritable machine de guerre bien roulée, bien prête, plutôt que d'être un petit peu décousu. Et ça, mais vraiment, j'ai trouvé le sujet vraiment passionnant. Donc merci Catherine, parce que c'est grâce à toi. Alors, c'est vrai que je peux témoigner que tu as passé 3 mois en roue libre complètement sur le sujet où je me suis dit, tiens, ça va être hyper intéressant. Je fais une petite précision pour tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Quand tu dis un petit garçon équilibré, c'est dans le sens des équilibres. C'est pas, Oui, c'est dans le sens de naturopathe. Parce que, en fait, on a souvent beaucoup de stigmates autour des personnes TDAH où on dit, ah, il manque d'équilibre de ça. Mais toi, quand tu le dis, c'est vraiment au regard de tout ce qui est chimie, biochimie, équilibre du corps, exactement. etc. Tu fais Voilà. bien, Je précise. tu fais bien de le rattraper. Quand je parle d'harmonie, d'équilibre, c'est pour dire homéostasie en vrai, qui est un jargon un petit peu, peut-être un peu trop scientifique pour parler de l'équilibre à l'intérieur de corps. Quand je parle d'un corps, d'une personne qui revient à l'équilibre, faut juste imaginer un funambule qui avance en équilibre. C'est vraiment ça l'image qui est utilisée derrière ce mot-là. Et parce qu'on n'est pas dans quelque chose à connotation péjorative ou un qualificatif qui est donné par rapport à la psychologie de la personne ou par rapport à sa manière d'être. C'est vraiment garder le funambule. Et en fait, quand je dis que la personne est revenue à l'équilibre, c'est qu'elle est capable d'avancer et que les poids sont équilibrés de partout. Et ça veut dire à l'intérieur de son organisme, tout est bien en harmonie pour pouvoir avancer tranquillement. Alors que non équilibré, c'est plus il y a trop de poids d'un côté, donc c'est un peu une galère d'avancer. Donc je te remercie de le préciser. Ouais. Ah, mais c'est pour dire que c'est pas du tout péjoratif. En fait, moi, je le sais, mais voilà, c'est toujours important de le rappeler. Ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Quand tu parles de TDAH au naturel, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Parce que, comme tu le disais, voilà, t'as exploré le sujet. Alors, tu as travaillé 3 mois non-stop sur la formation parce que tu as coupé tout le reste, mais ça fait des années que tu accompagnes des patients sur le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire déjà TDAH au naturel quand tu parles de protocole notamment? Alors déjà, juste revenir, c'est quoi quelque chose de naturel? Le travail de naturopathie, le but du naturopathe, le but de la naturopathie, histoire de lever déjà toutes les caricatures qu'il y a derrière ça, et il y a souvent raison de caricaturer, le but est de permettre à l'organisme, via des outils naturels, que ce soit des plantes, des vitamines, des minéraux, de l'homéopathie ou autre, euh, permettre à l'organisme de revenir à un état d'harmonie, à un état d'équilibre, et de lui donner tous les outils, toutes les forces pour pouvoir lui-même revenir à une harmonie. Euh, Exemple, si on veut construire un mur, si on n'a pas de briques, le mur, il sera pas solide, il va pas tenir, il sera peut-être pas droit. Bah, l'idée de la naturopathie, c'est de donner à un organisme toutes les briques dont il a besoin pour pouvoir construire un mur solide. Et donc quand je parle de TDAH au naturel, il y a un autre point qui est important, c'est l'histoire du terrain. Euh, on a tous un terrain différent. Ce terrain, c'est du terreau. Et donc, si notre terreau est un terreau contaminé qui était celui d'une usine pétrochimique ou un terreau, moi je suis dans les montagnes, un terreau de terre montagneuse où il y a juste les vaches qui sont venues paître en été, on n'est pas du tout sur le même terreau. On n'a pas du tout le même point de départ. Et en fait, en naturo, le premier travail, c'est d'essayer de faire en sorte que le terreau soit bon. Et de ce terreau-là, c'est un travail sur les bases. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment deux niveaux, et on aura l'occasion d'en reparler, mais le premier travail TDAH au naturel, c'est de travailler sur les bases, c'est travailler sur ce terreau, c'est travailler sur vraiment ce qui va solidifier l'organisme. Et pour ça, il y a trois leviers principaux. Il y en aura d'autres, hein. Mais trois leviers principaux. Le premier levier, le levier numéro un, c'est optimiser des petites choses qu'on a dans le cerveau qu'on appelle les neurotransmetteurs. Et donc pour ça, il va falloir s'assurer. Les neurotransmetteurs, c'est un petit peu le mur de briques dont je parlais tout à l'heure. Sauf que pour pouvoir être créé, il faut qu'il y ait des briques. Eh bien, c'est d'approvisionner le cerveau en bons nutriments, des nutriments spécifiques qui vont favoriser en l'occurrence la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, le GABA, tous ces neurotransmetteurs. Donc si à la base, la personne, elle mange pas ou elle n'a pas les compléments qu'il faut pour construire les neurotransmetteurs,
eh ben, ce ne sera pas équilibré. Donc déjà, le point de départ, c'est de s'assurer de ça. Le deuxième levier en naturo sur lequel on va travailler, c'est de renforcer les éléments essentiels de la santé cérébrale et de toutes les affections associées. Parce qu'il y a TDAH, mais il y a aussi les troubles 10. En général, ça vient avec un petit combo où il n'y a pas uniquement TDAH. Ouais. Eh bien là, on va aller chercher là aussi les carences nutritionnelles. Mais on va travailler sur l'inflammation, sur la santé intestinale, sur les déséquilibres hormonaux. Parce que oui, les femmes souvent se rendent compte qu'à la ménopause ou au cycle menstruel ou à l'adolescence, eh bien, il y a des exacerbations des symptômes. Bah, c'est normal, c'est lié aux oestrogènes. Ça peut être aussi lié au surrénal, donc des glandes endocriniennes qui se trouvent au-dessus de nos reins. Donc ça, c'est le deuxième volet. Donc vous voyez que là, on n'est pas juste, c'est de la pseudoscience et on prend trois tisanes. Pas du tout ça, hein. Et le troisième volet, c'est l'intégration de l'alimentation et du mode de vie dans ces approches d'accompagnement. La synergie entre l'activité physique, le coaching, l'alimentation, la nutrition, etc. Donc tout ça sont des leviers qui sont importants. Et pour aller un tout petit peu plus loin, en naturo, on va agir sur ce que l'on appelle la neuroinflammation, qui est l'inflammation du cerveau, du système nerveux. On va avoir une action sur tout ce qui est stress et burn-out, parce que on sait que quand on est TDAH, on a plus de facilité à basculer du côté burn-out, parce qu'on a un stress qui est un stress quasiment quotidien, qui est un stress lié au fait de devoir se concentrer. Donc là, c'est pareil, quand on dit aux personnes TDAH, faites des efforts, pardon, mais vous faites que ça, hein, des efforts. Donc justement, le fait de faire des efforts tout le temps, vous avez plus de facilité de basculer vers de troubles anxieux, stress, etc. Il y a la santé métabolique, donc tout ce qui va être hormonal, la dysfonction intestinale, parce qu'il y a un neurotransmetteur dont le précurseur, donc la sérotonine, est faite, enfin la sérotonine est faite à 80 à 90% dans vos intestins. Donc quelqu'un qui aurait associé à son TDAH de la dépression, bah, peut-être qu'il a un intestin de merde, tout simplement. Enfin, sans bien un jeu de mots. Il y a le côté hormonal et il y a un autre levier, il y a des déficiences nutritives et même des déficiences génétiques. Alors, quand la déficience génétique, évidemment, en naturo, enfin, dans ma vision de la naturo, on peut faire deux, trois trucs, mais en règle générale, on dirait que non. Et là, on va aller combler certaines enzymes, certains modes de fonctionnement. Donc, tout ça pour dire que la naturo, c'est pas trois tisanes dans un coin, c'est pas deux compléments dans un coin, c'est vraiment une approche qui est globale, qui est poussée quand on veut le faire de cette manière-là, et qui aussi nécessite de trouver les bons produits au bon moment et au bon dosage. Parce que ça aussi, ça demande une certaine expertise. Alors, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis parce que dans mon regard, quand tu parles de la naturo, je me dis c'est ce que la médecine devrait être aujourd'hui. C'est-à-dire que il faudrait qu'on nous explique justement tout ça. Et c'est vrai que, en tout cas, je parle un peu au nom de la communauté TDAH bah, que je connais quand même bien. Souvent, on a un diagnostic qui est posé et c'est nous-mêmes qui devons aller chercher le pourquoi, les mécanismes chimiques, etc. Il est très rare qu'un médecin vienne nous expliquer, enfin que notre psychiatre, par exemple, neuropsy, etc., viennent vraiment nous expliquer toutes les équations finalement mathématiques qui se jouent dans le cerveau, toutes ces histoires de neurotransmetteurs et autres. J'aime bien rappeler aussi, moi, dans la commune qui me suit, hein, forcément, beaucoup de personnes suivent un traitement médicamenteux pour le TDAH, hein, j'en ai parlé, moi j'ai parlé de mon parcours aussi dans le livre. Comment est-ce que toi, tu vois l'articulation entre médicaments et protocoles naturels? Est-ce que l'un s'oppose à l'autre? Parce que souvent, on est en France, hein, comme tu le disais tout à l'heure, on aime opposer les sciences, on aime opposer les savoirs. Et on se dit, bah, l'un ne peut pas cohabiter avec l'autre. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est différent quand on prend un médicament versus quand on n'en prend pas? Je le dis peut-être aux auditeurs, hein, tu vas donner quelques astuces hein, en fin de podcast aussi, mais c'est important de comprendre déjà ce que c'est que la naturopathie, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a quand même, enfin, non, c'est moi qui le dis plutôt, il y a du lard et il y a du cochon hein, dans ce domaine-là. Le Oh pire oui. côtoie le meilleur, mais j'ai envie de vous dire, hein, toute personne qui a fait un parcours souvent de diag, TDAH, c'est aussi hein, dans la médecine, c'est pareil, hein. Il y a plein de personnes qui ont été voir des psys, des professionnels de santé qui n'ont pas du tout détecté un TDAH et tu t'en rends compte à 50 ans et tu comprends tout d'un coup le alléluia.
Donc, Mhm. est-ce que toi, t'opposes les deux? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, il y a deux leviers. Alors, déjà, l'opposition des deux, elle est complètement débile. Désolé, hein, tu sais comme je parle, je suis assez cash là-dessus, mais quand en 2025, on est dans une société de l'opposition et opposer médicaments et remèdes naturels est un non-sens, est arriéré pff, bref, j'irai pas chercher d'autres qualificatifs, mais je trouve ça vraiment lamentable. Et le deuxième levier sur lequel je vais rebondir par rapport à ça, et je reviendrai, c'est quand même définir ce que c'est que la science. La science, parce que j'entends beaucoup de parler de pseudoscience. Oh là là, putain, les gars qui parlent de pseudoscience, revenez sur Terre. Pourquoi? Parce que la science, avec un S, majuscule, la science noble, elle n'affirme rien, elle questionne tout. Donc elle ne rejette aucune hypothèse tant qu'elle n'a pas été infirmée ou affirmée. C'est-à-dire que, euh, je donne toujours cet exemple-là, Dieu existe, bah, la science, la pure, la vraie, elle ne peut ni dire oui, ni dire non, car il n'y a aucune preuve qui affirme que Dieu n'existe pas. Et il n'y a aucune preuve qui affirme que Dieu existe. Ça c'est de la science. Ça, c'est de la science avec un S majuscule. C'est de la vraie science. C'est pas ce que l'on a aujourd'hui qui pour moi est de la science avec un S minuscule, voire même, moi j'appelle ça du scientisme, qui est devenu une religion basée sur les études scientifiques. Or, tout bon scientifique avec un S majuscule sait que l'on peut faire dire tout et n'importe quoi à des études scientifiques. Il suffit simplement d'arrêter le test au bon moment pour avoir les résultats qu'on veut. Il suffit de payer la bonne personne pour modifier les résultats. Il suffit, voilà, de bâtir un protocole qui nous amènera vers le résultat attendu. Donc, je tiens vraiment à dire ça parce que euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aujourd'hui sont tombés dans la religion du scientisme. Et pour moi, qui suis vraiment un scientifique, j'ai presque envie de dire pur et dur, qui aime ça profondément, la science, qui la respecte profondément, euh, c'est opposer tout ça est complètement débile parce que euh, la naturopathie peut être scientifique dans le sens noble du terme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'études dedans. Au contraire, il y en a. Là, pour le coup, il y en a 240, 237. C'est ça. Donc, opposer les deux, ça, c'est un non-sens débile. Voilà, je vais pas revenir là-dessus. C'est quelque chose qui, comme tu l'as compris, vient un peu me chercher émotionnellement. Donc, en fait, quand on travaille sur le terrain, que l'on prenne ou non des médicaments, on peut travailler sur son terrain. C'est le principe de la naturopathie. Et l'idée, c'est qu'on ait moins besoin de ces médicaments, en accord évidemment avec son psychiatre, avec son médecin, etc. Mais le fait de travailler sur le terrain, imaginez que vous avez, je reviens toujours sur mon terrain ou sur lequel il y a une usine de pétrochimie. Vous essayez de faire pousser des graines là-dessus. Sauf que comme le sol, il est dégueulasse, vous mettez une tonne d'engrais. Mais d'engrais chimiques, sinon c'est pas drôle. Bah, en fait, vous pouvez continuer à mettre de l'engrais pour faire pousser votre plante. Mais si vous purifiez le sol, que vous mettez un bon terreau, un bon engrais, vous aurez, enfin, des bons nutriments, vous aurez besoin de moins d'engrais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas besoin d'engrais. Mais vous aurez moins besoin d'engrais et l'engrais sera beaucoup plus efficace. Et peut-être que vous pourrez basculer sur un autre type d'engrais. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est que oui, il y a certains compléments alimentaires, il y a certaines plantes qui, bien entendu, sont contre-indiquées avec certains médicaments. Tout ça, je l'ai détaillé dans ma formation. J'ai même été plus loin que ça. J'ai anticipé les médicaments qui pourraient arriver dans les prochaines années. Ceux qui se font déjà et qui sont bien documentés en Australie, en Angleterre, aux États-Unis. Voilà. Donc j'ai pris de l'avance là-dessus pour que la formation soit euh, encore à jour dans quelques années. Mais ce n'est pas l'un et l'autre. On peut tout à fait avoir une approche naturelle, une approche d'hygiène de vie avec des médicaments. Je vais prendre l'exemple tout simple, hein, changer son alimentation. On sait très bien que manger plus de protéines aide à avoir plus de neurotransmetteurs, que manger plus de protéines et de s'assurer d'avoir des protéines dans son alimentation est fondamental sur quelqu'un de TDAH. Qu'on prenne des médicaments ou pas, ça pose aucun problème. Mais, mais si on ne mange pas de protéines, eh bien le cerveau fonctionnera pas bien, donc on prendra plein de médicaments, un dosage plus élevé, et peut-être même qui seront moins efficaces. Donc voilà, j'ai fait un long laïus, mais c'était important, tu as raison, de positionner ça aujourd'hui.
Alors, je vais compléter par rapport à ce que tu dis. C'est vrai que quand on a un TDAH, on se rend compte, en tout cas, moi, j'ai lu beaucoup d'études, alors je suis plutôt câblée monde du travail. Et tu parlais justement tout à l'heure de la corrélation entre TDAH et burn-out. Et tu te rends compte, en fait, qu'on manque aussi tout simplement d'études. Au-delà de ce que tu évoques sur la notion de scientisme un peu pur et dur, on se rend compte qu'on a un temps de retard monstrueux aussi et donc, il y a des choses qu'on peut aller explorer tant qu'elles sont pas dangereuses, ou on a pas d'études aussi qui sont embryonnaires, qui donnent des beaux faisceaux d'indices pour le futur, qui sont pas forcément encore consolidés aussi pour le moment, mais qui n'ont aucun effet négatif, quoi qu'il advienne. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'il faut oser dire. Tu vois, la relation TDAH et burn-out, il y a plein de faisceaux d'indices. C'est pour le moment pas forcément confirmé parce que ben, forcément déjà il y a une différence. Alors c'est pas la même chose entre les humains, mais entre la France et les États-Unis, en fait peut-être en fonction de ce qu'on mange d'ailleurs. Mais donc il y a aussi ça qui est important de dire, c'est que la science elle est toujours ongoing, comme elle est toujours en cours aussi. Donc quand on nous enseigne une vérité à un instant T, ça ne reste jamais qu'une vérité à un instant T. Et on le voit d'ailleurs, même sur est-ce que le TDAH est un trouble ou pas, c'est considéré comme tel aujourd'hui, est-ce que ça le sera demain, est-ce que ça rentrera dans une autre classification, tout ça, en fait, ça évolue dans le temps. Ça, c'est peut-être la première chose aussi pour compléter. Je t'ai vu gigoter, donc tu as quelque chose à ajouter. Oui, ce que je voulais montrer, c'est ça. Ça, c'est des oméga 3. Ok. Il y a aussi un truc qu'il est hyper important de. Je sais que tu les connais, ceux-là. Il y a aussi un truc qui est qui est fondamental. Ça s'appelle le bon sens. C'est-à-dire qu'on peut faire des études à tout va pour prouver tout et n'importe quoi. Ouais, c'est magique. Sauf qu'on sait que les oméga 3 sont essentiels pour le fonctionnement du système nerveux. On sait qu'une majeure partie de la population est carencée en oméga 3. On sait que sans oméga 3, le cerveau ne fonctionne pas normalement, ne fonctionne pas bien, parce que c'est notre huile neuronale. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une étude scientifique pour un fait qui est établi, qui est connu, que l'on sait, qui est physiologique, qui est biologique? Même combat pour le magnésium. Il y a un moment aussi, c'est de revenir aux bases. Et moi, dans ma manière de fonctionner, en dehors des études qui sont demandées par le commun des mortels pour essayer de s'assurer que voilà, c'est pas trop de la supercherie, moi, ce que je regarde plus, c'est comment fonctionne le corps. Le corps, il fonctionne de telle manière, il y a des carences de telle manière, on sait que si on n'a pas ça, ça optimise pas la fonction cérébrale. Bon, ben voilà. Après, est-ce que les études le corroborent? Les études vont nous donner des dosages qui vont être plus optimaux. Ça, par contre, c'est génial, parce que dans la formation adulte, mais aussi la formation enfant, qui est au moment où on enregistre cette vidéo, qui est en cours d'enregistrement, eh bien, on va se baser sur des dosages qui sont étudiés comme étant optimaux. Par contre, l'étude, elle nous dit pas l'oméga 3, il est bon ou il est mauvais. On le sait qu'il est bon pour tout le monde. Par contre, il va nous dire à quel dosage il fonctionne. Ça, c'est plus pertinent. Et je vais peut-être compléter aussi, souvent, là, je te posais la question médicament ou pas médicament. C'est vrai que nous, quand on a un TDAH, je pense que c'est important de le dire, on est souvent assez impulsif. Ça nous saoule de ne pas avoir des résultats hyper rapidement. Donc, travailler sur le terreau, parfois, ça peut sembler être encore un truc supplémentaire à faire, qu'en plus, parfois, ça doit prendre un petit peu de temps. Donc, c'est aussi pour les auditeurs des questions d'étape, de ne pas s'auto-flageller, de ne pas avoir fait. C'est-à-dire que pendant des années, on a pu avoir, je sais pas, en parallèle, des crises d'hyperphagie, de l'anxiété, du machin, etc. On n'était pas au courant, en fait, de tout ce qui est, moi, ce que j'appelle de la chimie endogène. Donc, c'est la chimie qui se fait à l'intérieur de notre corps. On comprend très facilement le fait que prendre un médicament, ça va changer des choses structurellement dans notre corps, de l'extérieur, etc. Mais il y a aussi tout ce travail, en fait, qui peut être fait de l'intérieur. Donc, aussi, petite pointe pour tous ceux qui écoutent en se disant vous en faites pas, on est tous partis avec beaucoup de retard sur le sujet parce qu'on n'a aucune éducation. On a un peu de l'éducation aujourd'hui au sport santé, en gros. Qu'est-ce que vous devez faire comme sport? Mais on ne nous explique pas en fait les macros alimentaires, on ne nous explique pas les besoins du corps et c'est pour ça que souvent, forcément, et même aussi pour déculpabiliser les parents, etc., c'est pour ça que dans le temps, finalement, on se rend compte qu'on peut essayer déjà de d'utiliser ce qui peut permettre au terreau d'aller mieux, mais j'ai presque envie de dire aussi TDAH ou non. Comme tu dis, les oméga 3, comment ça s'appelle, le magnésium. C'est assez curieux d'ailleurs quand tu regardes, quand tu as dans ton entourage des sportifs, ils prennent plein de compléments alimentaires
tu vois, pour gagner du muscle, etc. Et c'est juste qu'on n'a pas forcément encore compris l'utilité des compléments alimentaires. Alors, on commence un petit peu sur la concentration avec encore un autre problème que je pense que tu as évoqué un peu en filigrane tout à l'heure, c'est qui commandite l'étude aussi. C'est-à-dire que sans tomber dans une quelconque forme de complotisme ou whatever, on n'est pas du tout là-dedans. C'est finalement, tu regardes aujourd'hui, tu as beaucoup de marketing qui est fait autour de certaines substances. Et c'est vrai que moi, par exemple, quand je vois trop de marketing sur un truc, je fuis. Je me dis, mais c'est pas possible, ça va pas marcher, c'est juste du marketing. Ils ont fait des études qui vont dans leur sens. Et c'est vrai que quand tu es, souvent les TDAH, on est un peu comme ça, on a envie de creuser, tu sais, on fouine, on regarde, etc. Et ben derrière, tu peux te retrouver en me disant, mais je ne sais pas si c'est du lard ou si c'est du cochon parce que je connais pas les bases. Donc, on a répondu quand même, tu vois, sur cette notion de naturel versus médicament pour expliquer que non, c'est complémentaire, hein. D'ailleurs, toi, tu tapes beaucoup avec les médecins, hein. Et donc là, toi, tu parles vraiment plutôt d'un protocole. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que tu nommes protocole TDAH au naturel. Déjà, quelles sont les grandes étapes et peut-être aussi quel est l'objectif? Donc, l'objectif, je l'entends, c'est vraiment de travailler sur le terreau. Alors, il y a la première partie qui est de travailler sur le terreau, et ensuite c'est sur sa spécificité. Donc en fait, la formation s'appelle créer son protocole TDAH au naturel, parce que des TDAH, il y en a plein, hein, il y a plein de types, il y a plein de types différents, il y en a trois officiels, mais en général, ça se mélange un petit peu tout ça. Et donc, en gros, le protocole, il va travailler sur différents leviers. Levier numéro un, comme je le disais, c'était le terreau. En fait, le terreau, quand on travaille dessus, va calmer certaines choses, va nous mettre en évidence ce qu'il reste. Et donc, ce premier travail sur le terreau, c'est ce que je disais, c'est les différents points. Travailler sur les neurotransmetteurs, travailler sur l'alimentation, neuroinflammation, etc. Donc, on va on va essayer, par exemple, de réguler sa glycémie. C'est très con. Je sais qu'il y a un lien entre, il y a une corrélation entre l'alimentation et le TDAH, mais la régulation de la glycémie à l'intérieur du corps fait que si on est en hypoglycémie, même quelqu'un de normopensant, il n'aura pas de concentration parce qu'il n'aura pas de sucre au niveau du cerveau. Donc, si en plus de ça, on est TDAH, qu'on a déjà un problème de régulation de l'attention, et c'est pas un problème pour moi d'attention, c'est un problème de régulation de l'attention. C'est vraiment pour moi deux choses différentes. Et qu'en plus de ça, on est en hypoglycémie, faut pas s'attendre à être concentré, hein. C'est même pas la peine. Et du coup, à un moment, on va avoir une rage de sucre, une rage de manger, et on va aller manger, mais c'est parce que notre corps, il a besoin de sucre, il a besoin de carburant. C'est pas nécessairement un trouble alimentaire. Donc il y a ça aussi qui est à regarder. C'est parce qu'en fait, il est normal, même en tant que normopensant, si on bouffe pas de la journée, à un moment, on va se jeter sur le premier truc qui vient, parce que notre corps va en avoir besoin. Et donc, euh, ça fait partie des différents leviers. Donc d'abord, on va regarder l'alimentation. On va travailler avec certains nutriments bien dosés dont on sait qu'ils sont manquants. Oméga 3, magnésium, L-tyrosine, oui, L-tyrosine. Voilà, quelques compléments comme ça qui font partie du terrain. Une fois que ça c'est fait, c'est de regarder sur quelques jours, quelques semaines, qu'est-ce qui reste? Comment je me sens à réussir à faire ça? Et ensuite, on va à l'étape suivante du protocole qui est j'ai tel symptôme, il y a telle plante qui est associée. Ou pour tel symptôme, c'est plus la dopamine qui manque. Ou pour tel symptôme. Donc en fait, j'ai des tableaux qui sont vraiment résumés, qui sont très pratico-pratiques, parce que le but, c'est que ce soit pratique et simple et accessible. Et même les compléments, c'est rare que je fasse ça, mais là, j'ai été chercher les marques avec les bons dosages, les bons machins. Donc c'est vraiment du clé en main et facile. Et c'est, OK, moi, j'ai plus d'hyperactivité. Donc, hyperactivité, c'est plus ou plus d'anxiété. J'ai plus d'anxiété, j'ai plus de dépression, j'ai plus de morosité, j'ai plus de... peut-être je suis plus tête en l'air, etc. Et en fonction de ce qui reste, là, on va aller choisir les nutriments ou les plantes qui sont plus spécifiques à l'expression du TDAH pour la personne. Et c'est pour ça je pense qu'à un moment, tu voulais aborder le safran, parce que c'est vrai qu'il y a des études contradictoires à propos du safran, mais c'est normal. C'est un exemple qui est parfait. C'est-à-dire que si on se dit, je prends du safran pour le TDAH, ok, mais pour quelle expression du TDAH? Si on est un TDAH inattentif, mais le safran, il sert strictement à rien.
Il est là pour calmer l'anxiété, pour calmer le stress. Donc, si on est dans Mhm. l'inattentif, dans le papillon, bah, ça sert à rien le safran. Donc évidemment que si on fait une étude généraliste sur tous les TDAH, bah, on va avoir des trucs contradictoires. Parce que ça va dépendre de la cohorte, ça va dépendre de ce qu'on a. Et donc ça, c'est l'étape, je dirais, finale du protocole qui sera ajusté. Parce qu'en fonction de est-ce qu'on est plus stressé au travail, évidemment, il y a des moments où il y a certains euh, leviers ou certaines expressions du TDAH qui vont être peut-être plus dominantes en fonction des périodes de la vie. Et c'est là où le jeu est de vraiment garder son terrain solide et ensuite d'ajuster avec les différents remèdes. Et c'est comme ça que se construit le protocole et c'est comme ça que j'apprends aux personnes dans cette formation à vraiment y aller étape par étape. Pour le côté adulte, pour le côté enfant, on fait exactement la même chose et on compare les différents compléments alimentaires pour montrer qu'il y a beaucoup de marketing. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que souvent, justement, dès que tu commences à parler de safran, ça commence à dire ça marche pas ou ça marche, en fait. Et c'est intéressant de comprendre, bah, ça dépend aussi sur quoi, pour qui, sur qui. Ce que j'entends aussi, c'est cette notion, enfin, nous, en tout cas, en tant que TDAH, on a souvent une zone de souffrance, de punaise, la régularité, c'est le cœur de notre problème dans la vie. Je apprends beaucoup. Donc, commencer à prendre des médicaments ou des compléments alimentaires. Là, j'ai appris récemment que c'était 61% des Français qui prenaient des compléments alimentaires. Moi, jusqu'à travailler justement sur mon terreau, comme on dit, avoir un peu de culture, en fait, tout simplement là-dessus. Moi, tous les compléments alimentaires que j'avais jamais pris, c'était m'acheter une boîte, je le prenais pendant 2 jours. Quand j'arrivais à me rappeler que le deuxième jour, je devais les prendre, en fait. Et c'est vrai que comprendre en fait l'envers du décor, moi c'est un peu comme ça que je le dis et c'est ce qu'on voit beaucoup dans ta formation, toutes ces interférences chimiques, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais toutes ces le moi avec les molécules, en fait on comprend l'intérêt et bon, je suis un bon cas de bien TDAH, moi je passe bien les cases dans à peu près tous les sujets. Mais du coup, j'ai réussi en tout cas. Alors, je dis pas que certains jours, je les oublie pas, mais à prendre en fait les compléments alimentaires qui fonctionnent et surtout à les prendre dans le temps. Et il y a un truc que tu n'as pas dit, que tu m'as beaucoup répété, c'est on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on digère. Enfin, je sais On pas, est c'est pas, mais c'est un truc ce comme ça. ce que l'on assimile. On est ce qu'on assimile. Parce que c'est vrai que même sur le magnésium, tout d'un coup, tu vas prendre du magnésium. Bon, alors forcément, ton pharmacien, il est incentivé par telle ou telle marque. Alors, pardon, parce qu'il y a plein de pharmaciens incroyables, soit il connaît, tout simplement, et normalement, ils sont censés connaître. Soit, bah, tu achètes sur Internet du magnésium, tu prends random, et tu as des magnésiums. Je crois que c'était toi qui m'avais dit ça, mais qui passent par la bouche et qui font le tube digestif et t'as rien assimilé parce que c'est pas le bon format. C'est juste qu'il est un peu moins cher dans le commerce. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est important voilà, de le comprendre. Je crois que c'est aussi important de le dire parce que nous, on a beaucoup de culpabilité sur le sommeil. On est souvent, on sait pas bien dormir. Enfin, quand on n'a pas commencé tout ça, hein. L'alimentation, comme tu le disais, bah, moi, autour de moi, sur les TDAH, on est quand même impliqué à avoir soit on zappe de manger, soit on a des crises d'hyperphagie, en fait, soit des périodes de bigorexie, etc. Bah parce que on va être passionné par un sujet. Donc aussi, je pense que c'est important de comprendre que c'est, bah, comme tu dis, un peu étape aussi par étape en fonction de ce qu'on peut faire à un instant T sans auto-flagellation. Est-ce que tu peux me Il y a dire... il Ouais, y a juste dis-moi. un truc que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est que la dynamique, ce que moi j'appelle la roue du succès. C'est-à-dire qu'évidemment, que dans le programme, je donne des astuces pour pas les oublier, parce qu'évidemment, ça fait partie de la base, donc que ce soit des applications, que ce soit des tableaux ou des choses comme ça. Euh, mais la route du succès, c'est que si on a un complément de merde, genre l'oxyde de magnésium ou le magnésium marin, alors, il y a peut-être des gens qui là vont se dire, ah merde, c'est ce que je prends. Euh, Comme il n'est pas efficace, ou quasiment pas efficace, bah, est-ce que vous allez vraiment penser à le prendre? Parce que s'il n'est pas efficace, il va pas optimiser le cerveau, il va pas optimiser le stress, donc automatiquement, ça va pas vous aider, donc vous n'allez pas y penser. Par contre, si vous prenez un bisglycinate de magnésium, un taurinate de magnésium, quelque chose qui va avoir un effet, il suffit pas de le prendre pendant 1000 ans, il suffit juste d'avoir une astuce pour penser à le prendre peut-être 4, 5, 6 jours, mais comme il va optimiser la fonction, bah, ça va vous aider à pas l'oublier. Donc, il y a aussi cet effet boule de neige qui fait que ah bah finalement, je me rends compte que j'ai des effets. Je me rends compte que je suis plus concentré. Ah bah, je me rends compte que c'est mieux.
donc je pense à le prendre, etc., etc. Donc en fait, c'est aussi ça qui est important dans la qualité et le dosage de ce que l'on prend. C'est qu'en fait, si ça marche, il n'y a pas besoin d'avoir 10 jours, sauf certaines plantes, avant de commencer à avoir un effet. Mais cet effet, c'est d'être plus concentré et d'y penser. Donc c'est un effet boule de neige de succès. C'est ce qu'on cherche. D'ailleurs, tu cites quelques compléments. Tu as créé un e-book gratuit sur les compléments avec les avantages et les inconvénients. Je sais plus comment il est classé. On mettra le lien sous la vidéo. C'est le guide des compléments qui peuvent être utiles. Je sais plus comment. Oui, bah c'est le guide des compléments alimentaires qui fonctionne pour le TDAH. Donc, il y a toute la liste de ceux qui sont étudiés et documentés. Comment tu as construit ton protocole? Parce que, en fait, je sais que c'est compliqué de trouver des études. Je sais que tu utilises aussi beaucoup l'intelligence artificielle, comme on le fait toi et moi, pour aller synthétiser les études, pour les randomiser, pour voir celles qui sont pertinentes, pour les comparer les unes aux autres, pour justement ben, les débiaiser, voir les échantillonnages qui étaient suffisants, ceux qui n'étaient pas assez suffisants aussi. Voilà, comment tu as créé finalement ce protocole? Alors, je sais que bah, ça a mis 3 mois, mais bon, c'est des années aussi. Bah, assez simplement en vrai, parce qu'il y a le bon sens de la naturopathie. Donc en fait, la première étape, c'est de dire, OK, il y a ça, comment ça fonctionne? Donc en fait, dans les premières parties du cours, c'est comment ça fonctionne le cerveau, même si c'est des choses que la plupart des personnes TDAH sont déjà bien documentées et le savent. Mais je suis, voilà, pour tout ce qui est génétique, impact génétique, etc., il est fort probable que vous appreniez quand même pas mal de choses. Une fois qu'on sait ça, et qu'on connaît en gros là où ça bug, par expérience, ça fait 12 ans que je pratique, je sais quels sont les compléments alimentaires qui vont avoir une action là. Et donc la troisième étape, c'est de vérifier est-ce qu'il y a des dosages particuliers portés par les études, parce que moi, j'ai pas besoin d'études pour savoir que l'oméga 3 ou le magnésium fonctionne, mais par contre, j'ai besoin de savoir est-ce qu'il y a déjà eu des tests qui ont été faits à des dosages particuliers, donc adultes ou enfants, pour montrer une efficacité. Parce que en tant que naturopathe, sur les dosages de vitamines et minéraux, moi, je ne peux recommander que ce que l'ANSES recommande, qui est clairement pas optimal, hein, on va pas se le cacher, parce que légalement, c'est ça. Et en fait, dans la formation, vous avez ce qui est donné légalement en France, mais c'est aussi comparé, vous avez les dosages que donnent les études comme étant des dosages qui sont les dosages efficaces et ayant une action sur les personnes TDAH, et ayant été démontrés comme ayant une action. Et donc ça, c'était le troisième levier. Et exactement la même chose pour l'alimentation. Quand on sait que la glycémie a un impact, que que l'inflammation a un impact, etc. Bon, bah, je sais que tel aliment est inflammatoire, etc. Donc le protocole après s'est bâti de cette manière-là, en essayant de trouver toujours quelque chose qui puisse corroborer scientistement, on va dire ça comme ça, l'information que je donne. C'est pour ça qu'il y a des sujets comme gluten, produits laitiers, lectine, des sujets qui sont, et je le marque, hein, qui sont à tester. Parce que moi, je sais par expérience que c'est très efficace pour le microbiote intestinal. Par contre, il est vrai que aujourd'hui, tu le disais, c'est des choses qui sont pas nécessairement super bien recherchées ou qui ont des résultats qui sont un peu ambigus. On ne sait pas trop. Bon, bah, je vous le dis, vous testez et vous voyez pour vous qu'est-ce que ça donne. C'est vraiment comme ça que ça s'est construit au fur et à mesure du temps pour justement construire quelque chose d'éducatif, de simple, mais aussi de baquer sur une réalité et un contexte scientiste actuel. Et en plus, tu t'es aussi beaucoup formé en Australie, enfin, notamment en Australie et dans En d'autres pays, Angleterre hein, aussi. là où ouais, là où on ose un peu plus, on a déjà plus de recul sur le TDAH, je pense que c'est déjà important de le dire, on ose plus bah, justement proposer c'est pas des alternatives, mais tout simplement des compléments. Et moi, je trouve ça hallucinant qu'avant toi, personne ne l'ait eu fait. Alors, il y avait peut-être des petites choses qui existaient, mais il n'y avait rien de consistant, de solide sur le sujet. Donc, c'est dire à quel point on a aussi du retard finalement en France. Et je sais bah, notamment que c'est pour ça aussi que tu as beaucoup de pros de santé qui vont regarder justement tout ce que tu proposes en disant, au pire, ça va pas faire de mal. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de miraculeux, mais ça ne peut que bah, contribuer, comme tu dis, en favorisant le terreau. Peut-être deux questions. Est-ce que tu as des témoignages, tu vois, de personnes qui l'ont suivi, euh,
première question. Et la deuxième, est-ce que tu as des cas où clairement tu dis non, là, vous allez d'abord voir votre médecin ou est-ce que c'est... Voilà, juste question. Alors pour les témoignages, j'ai presque envie de te dire, t'en as pensé quoi? Oui, c'est vrai, mais moi, on va dire que je suis biaisée, en fait. C'est vrai. C'est ça la problématique. Alors, je pense que c'est quand même important de le dire parce que, bah, forcément, maintenant, bah, tous ceux qui, voilà, qui ont lu le bouquin, qui savent à quel point, moi, le médicament m'a aidé. Moi, je vais donner mon expérience et c'est que personnel, donc je peux pas présager pour tout le monde. J'avais un besoin urgent au démarrage et c'est vrai que, ben, le médicament, moi, j'ai pris du Concerta de la Ritaline. Le Concerta m'a mieux convenu que la Ritaline. Et c'est vrai que ça a été pour moi un peu euh, au démarrage, il y a le feu, faut que tu vois, je foute de l'eau sur le feu. Et c'est vrai que ça a été finalement une sorte de soulagement qui m'a permis de redevenir opérationnel. Moi, c'est vraiment comme ça que je mets ces mots en place. Et ensuite, bah, en ayant commencé à enlever ça très rapidement, et bah, très vite, bah, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en fait justement pour aller travailler sur mon terreau. Donc, il y a eu le terreau, comme tu dis, avec les compléments. Moi, j'avais jamais, on va être très clair, j'avais jamais réussi à finir un pot de quoi que ce soit en matière. Déjà, les pots dans le frigo, j'y arrive pas. J'ai jamais fini un pot de confiture de ma vie. Mais c'est la même chose. J'avais jamais réussi à aller au-delà de 2, 3. Ouais, franchement, 3 jours, ça avait été mon maximum sur des compléments alimentaires. Donc, je peux témoigner que j'ai pris des oméga 3 et du magnésium. Je donne ces deux-là parce que tu les as cités et c'est probablement ceux qui sont le plus courants. Enfin, j'ai l'impression que tous les médecins aussi les conseillent. Donc, voilà, c'est en gros le plus courant. Moi, je sais qu'en tout cas, j'ai eu cette impression que ça m'a aidé. Je me suis mise aux protéines et Dieu sait que ça me faisait violence aussi parce que je suis plutôt un bec sucré, comme on dit. Mais tout ça, ça a été dans le temps parce que je trouve que quand on est très stressé, en fait, au démarrage, moi, je l'ai pris comme un jeu. Et je trouve que c'est peut-être intéressant de le dire aussi aux auditeurs. J'ai pris ça comme une expérience. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Je l'ai pris comme je valide ou j'invalide des hypothèses en me disant, bah, je préfère acheter les bons trucs parfois parce qu'ils sont un peu plus chers. Je préfère suivre une formation parce que bah, derrière, après, je vais éviter de cramer tout un tas de trucs parce que je vais voir de la pub. Et Dieu sait que là, on a beaucoup de solutions tech, par exemple, qui nous envoient de la pub, beaucoup de compléments alimentaires. Moi, je suis ultra targetée TDAH, forcément, du coup, on peut avoir un côté très impulsif à acheter des choses. Moi, en tout cas, je sais que ça, je l'ai vécu comme une sorte d'enthousiasme de regarder en fait qu'est-ce qu'il allait se passer. Et c'est vrai que ça a changé mon rapport, en tout cas, aux compléments alimentaires. On va pas se mentir, je me disais que j'allais jamais arriver à prendre des compléments alimentaires de ma vie. Je donne l'astuce à tout le monde, hein, je les ai juste mis à côté de ma cafetière le matin. Sachant que j'ai arrêté le café depuis, mais bon, ça, c'est une fois que j'ai fait ça. Mais je prends toujours un truc le matin, quoi, en fait. Mais je les ai mis en face de moi, je le vois tous les matins, donc je peux pas, je me foire sur certaines journées, mais honnêtement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Après, j'ai en parallèle, et ça, c'est aussi important de le dire, j'ai mis en place des systèmes d'organisation, donc tout ce dont je parle dans le livre, et tout ça, ça m'a déchargé, en fait, mentalement parlant. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu de la place pour prendre le protocole. Mais c'est vrai que si ça avait existé avant, j'aurais peut-être d'abord commencé par un protocole naturel versus un protocole chimique. Je sais pas du tout, mais ça n'existait pas au démarrage, en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu l'as dit, et ça, tu l'as dit très justement tout à l'heure, et ça me fait penser à ce que disait mon prof, c'est qu'on n'éteint pas un feu de maison avec un verre d'eau. Donc quand on est dans une urgence, quand on est dans un besoin, quand on est dans une zone de souffrance qui est très avancée, il faut savoir que le naturel, ça prend du temps, un travail. On change pas son terreau en 2 minutes. Et que dans ces moments-là, oui, le médicament, il est nécessaire, il aide, il sauve parfois. Euh, il est utile. Et donc, dans mon approche, en tout cas, rien n'empêche de faire le naturel en même temps que le reste, mais quand il y a quelqu'un qui est vraiment trop impacté et trop en zone de souffrance, de toute manière, dans mon travail, je guide toujours vers un médecin, vers un psychiatre, enfin, qu'importe la problématique, quand il y a le moindre doute, ça c'est la base de mon travail, vu que tu le disais, je travaille avec des médecins. Euh, mais là, ça va dépendre de l'état de la personne. Si on est sur une personne qui n'est pas dans une souffrance extrême, on peut travailler avec du naturel pendant qu'elle fait
sa recherche de diagnostic, qu'elle fait ses recherches de protocole, enfin voilà, médicaux à côté. Rien n'empêche de faire l'un et l'autre en même temps. Quand on est sur quelqu'un, Sachant que c'est très long en plus pour certaines voilà, personnes. Je pense que voilà, c'est aussi ça, hein. C'est que c'est tellement long parfois de trouver un psychiatre, d'avoir accès aux médicaments. C'est aussi une ressource financière monstrueuse, en fait. Ça permet aussi, en attendant, d'essayer de faire des choses et de ne pas se sentir impuissant. c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que je guiderai toujours vers le professionnel de santé compétent pour faire le travail. Si j'ai une personne qui est en zone de souffrance avancée, qui a déjà ses médicaments, eh bien, elle va continuer à les prendre. Moi, je vais m'adapter et donc le protocole s'adapte au travail sur le terrain pendant qu'elle prend les médicaments parce que comme tu le disais à juste titre, eh bien, quand on prend le médicament, on a peut-être beaucoup plus de facilité à travailler sur son terrain. Si on le prend pas, on n'y arrivera pas. Donc à un moment, faut éteindre le feu. Ton image était juste. Et donc moi, c'est comme ça que je vais fonctionner. C'est-à-dire, on n'empêche pas, de toute manière, tout naturopathe qui interdit à la personne de prendre ses médicaments, qui lui dit à une personne d'arrêter son parcours médical, vous partez en courant. Ça, c'est pas de la naturopathie en fait, en vrai. C'est de la mise en danger de la vie d'autrui. Euh, donc, elle continue son parcours. Si elle est diagnostiquée et qu'elle a ses médicaments et qu'elle en a besoin, bah, elle continue à les prendre et le protocole s'adapte. Si elle en a pas encore et qu'elle a besoin d'aide, bah, on va déjà commencer à travailler sur le terrain. Donc en fait, ça s'adapte à j'ai un diagnostic, j'ai pas de diagnostic, j'ai des médicaments, j'ai pas de médicaments. Et donc le travail se fait avec le corps médical en fonction de la personne. Mm. Bon, alors, je vais te poser des questions qu'on n'arrête pas de me poser. Des questions qui fâchent. Tu m'as déjà parlé du safran, mais je pense qu'il se passe pas un jour sans qu'on... Ah, tous les 2 jours. Qu'est-ce que je pense du safran? Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses des champignons adaptogènes? Moi, Ah, j'ai mon expérience perso avec. Donc, les champignons adaptogènes, est-ce que tu peux déjà dire la définition, peut-être pour les gens qui connaissent pas, quand tu as un TDAH, que tu es un peu sur les réseaux sociaux, tu vois de la pub passer partout, Reishi, Lionsman, etc. Est-ce que tu peux donner déjà la définition et peut-être... c'est drôle, vraiment, quand t'as dit champignon, j'ai cru que t'allais parler d'autre chose. Euh, Champignon adaptogène. Déjà, définition d'adaptogène. Adaptogène, c'est une substance qui aide le corps à revenir dans son état, à supporter les situations de stress. Donc, à revenir à un état d'harmonie, un état d'équilibre. C'est-à-dire qu'il va avoir des actions sur quasiment tout. Tous les leviers métaboliques à l'intérieur de l'organisme, il va les rééquilibrer. Ce qui est trop, il les met à bon niveau. Ce qui est pas assez, il les augmente. Le travail adaptogène peut se prendre de deux manières différentes, avec des champignons ou avec autre chose. On pense à la rhodiola qui est très documentée pour le TDAH, qui n'est pas un champignon. On pense au ginseng, qui est une racine. Après, oui, il y a la crinière de lion, il y a le reishi, etc., qui eux sont des champignons adaptogènes. Euh, il y a deux manières de travailler avec ces plantes-là. C'est-à-dire que on peut être sur un travail de... En fait, comment simplifier? Il y en a qui ont une action vraiment de terrain, et il y en a qui ont une action de terrain avec un angle plus spécifique sur quelque chose. On pense à l'ashwagandha. L'ashwagandha a une action terrain, mais elle va être quand même un petit peu plus utilisée pour le sommeil. On pense à la crinière de lion ou lion's mane, qui a un travail sur le terrain qui est beaucoup plus nootropique, c'est-à-dire beaucoup plus travaillé sur nootropique, c'est stimulation du cerveau, enfin voilà, focus, etc., etc. Et en fait, tous les champignons adaptogènes ou tout le travail adaptogène ne va pas s'utiliser de la même manière. Je vais prendre l'exemple de la rhodiola, qui n'est pas un champignon. Elle, plus axée système nerveux, stress, anxiété, burn-out, etc. On va beaucoup l'utiliser. Euh, alors qu'un ginseng peut être utilisé sur un travail de terrain. Le Lion's Mane, dans le protocole, par exemple, pour moi, il arrive à la fin. Il arrive quand on a travaillé sur son terrain, quand on a peut-être utilisé d'autres types de plantes, etc. Mais qu'on voit qu'on a un vrai problème de focus ou qu'on a des besoins, certaines fois, au travail, des périodes où on a besoin de beaucoup plus être concentré, alors ce champignon est idéal pour ça. En plus, il a une action qui est plus rapide, hein. Normalement, un travail en plante adaptogène ou champignon adaptogène met plus de temps. Ça met 4 à 6 semaines avant d'avoir un résultat. La crinière de lion est beaucoup plus rapide en termes d'action. La rhodiola est beaucoup plus rapide en termes d'action. Donc en fait, ils sont géniaux, ils sont utilisés depuis plus de 4000 ans en médecine traditionnelle chinoise. Donc celui qui dira que les champignons adaptogènes ou que le travail en adaptogène est inutile, que c'est de la pseudoscience, bon bah faut qu'il retourne chez lui en fait. À un moment. En plus, ça fait partie des trucs les plus documentés scientifiquement. Donc bon. Euh,
Mais en fonction du type de champignon ou du type de racine ou de plante, on l'utilisera pas de la même manière. C'est ça la nuance. Hyper intéressant. On voit aussi passer beaucoup de marketing, tu sais, autour de tout ce qui est naturel. Alors là, il y a beaucoup de pubs hein, sur certains champignons adaptogènes, mais tu sais, des plantes, des compléments alimentaires. Comment tu nous donnerais une ou deux astuces sur comment on arrive à faire le tri entre ce qui est sérieux, ce qui relève du business? Il y a des choses qu'on peut regarder, ou en gros, c'est tellement regarder des dosages, comme tu dis, des excipients des adjuvants, des modes de, comment dire, de pénétration dans le corps. J'ai fait 3 ans de C'est- chimie physique, j'ai plus du tout les bons mots, tu vois. Oui, puis ta tournure de phrase, excuse-moi, elle était particulièrement Ah, douteuse. excusez-moi, excusez-moi. Mais alors, c'est un vrai défi. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que plus la liste est longue, plus il faut se méfier. Parce que si la liste est longue, automatiquement les dosages vont être plus bas. Plus la liste des adjuvants est longue, voilà, plus. En fait, si vous. Les gummies. Donc ça, on pourra mettre le lien. La formation enfant n'est, à l'heure où on enregistre cette vidéo, n'est pas encore complètement tournée, mais par contre, il y a une masterclass, un cours d'1 heure qui est offert. Et dans ce cours-là, justement, je compare les compléments alimentaires pour montrer qu'une grande partie des compléments alimentaires aujourd'hui ciblés TDAH sont de la merde. Parce que soit on va avoir beaucoup de sucre. Il y a un complément, je ne citerai pas la marque, je la cite dans le petit cours d'1 heure. Mais je crois que le rapport entre déjà, la source de magnésium qui était à l'intérieur de mémoire était pas bonne. Et je crois que le rapport entre ce qu'il faut sur la boîte versus ce qu'il faudrait avoir pour pouvoir combler véritablement les besoins de l'enfant, en l'occurrence là, je crois que c'est un rapport de 10 à 20. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens, ça ne peut pas être efficace en fait. Et en plus, on a énormément de sucre à l'intérieur. Donc, à partir du moment où il y a beaucoup de com, beaucoup de marketing, parce qu'en général, c'est vrai que les compléments alimentaires de grande qualité sont plus chers. Donc, c'est pas ceux qu'on va trouver en général partout et sur lesquels il y a énormément de marketing. Il y a la liste. Parce que quand on voit qu'il y a une liste qui est très très grande de molécules à l'intérieur, bah, il est probable pour que ce soit pas suffisant en fait en termes de quantité. Moi, je préfère aller sur il y a des choses multiples qui sont dans le programme, parce que je vous donne des marques et je me suis amusé à aller les chercher, les dosages, les machins, les compositions. Je tiens à dire qu'au démarrage, ils voulaient absolument pas le faire parce que selon les marques, ça peut changer dans le temps, etc. Et tu me disais, mais moi, je suis pas un vendeur de marque, en gros, C'est ça. et que c'est parce que je te l'ai demandé expressément en disant, faut simplifier aussi parce que je veux bien que tu nous donnes le comment faire, mais ça va prendre un temps phénoménal à tout le monde. Donc, c'est aussi pour ça que tu as donné les marques. Et c'est un peu de, voilà, selon les produits, c'est différentes marques. C'est pas que tu es Ouais. sponsorisé par une marque pour donner. Voilà, Exactement. je J'ai cherché tiens à vraiment dire les parce que meilleurs. j'ai bataillé pour, pour qu'il. Ouais, j'ai été chercher vraiment, j'en ai analysé énormément pour pouvoir réussir à avoir ce qui correspondait et ce qui était assez simple. Donc effectivement, il n'y a pas qu'une seule marque, il y en a plein de différentes parce que j'ai été chercher les meilleurs produits dans les meilleures marques pour que ce soit le plus simple. Euh, donc ouais, en termes d'astuces, c'est ça que je dirais. Si vous voyez un complément alimentaire dans lequel il y a énormément une grande liste de produits, beaucoup d'adjuvants, des oxydes de titane, des trucs pareils, même si bon, je pense pas que ce soit le bon terme, oxyde de magnésium, partez en courant, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas simple, hein. C'est pour ça que je les ai choisis, triés, que je me suis cassé la tête. À ta demande. T'as des compléments que tu recommandes avec prudence, de prendre avec prudence ou que tu déconseilles complètement, ou encore une fois, c'est une question de personne. C'est une question de personne. C'est vraiment une question de personne. Alors, ce que je vais déconseiller, alors, déconseiller, sans avoir fait la formation ou sans connaissance particulière, c'est vraiment important de ne pas nécessairement prendre de plantes si on a des médicaments. Parce qu'il y a des contre-indications qui sont faites. Il y a des compléments, comme par exemple la vitamine D, vaut mieux aller faire une prise de sang avant pour la faire. Parce qu'en fait, on est sur un dosage qui va être quotidien. Euh, les huiles de poisson, il n'y a pas trop de stress. La curcumine, il n'y a pas trop de stress qui va travailler sur l'inflammation. Euh, En fait, dans la liste que j'ai proposée,
Ouais, à part les plantes, où vraiment, si on n'a pas fait la formation, si on n'a pas rencontré quelqu'un qui est habitué à ça, euh, vaut mieux éviter si on prend des médicaments. Il y a un autre sujet aussi, parce que ça me vient là, on n'a pas parlé de l'impact allergique aussi, mais il y a un lien entre les allergies et le TDAH, et vous le verrez dans la formation, parce qu'il y a des compléments qui peuvent être très efficaces pour ça. Mais ouais, en vrai, c'est plus les plantes euh, où, sans connaissance, on essaye d'éviter. Quand tu parles de plante, est-ce que le thé, ça peut être considéré genre une tisane de quelque chose? C'est ça que tu appelles plante ou pas? Alors, non, ce que j'appelle. Alors, oui, c'est des plantes. Non, mais Mais en fait, oui, pardon, mais je trouve tu qu'il fais faut très toujours me bien poser les questions. Non, mais tu fais très bien de le préciser. En fait, ce que je parle, c'est plantes en dosage thérapeutique. C'est-à-dire que prendre du thé, prendre une tisane de thym, voilà, mettre du thym dans son alimentation, c'est pas du thérapeutique, c'est pas des dosages thérapeutiques, c'est contre-indiqué pour personne. Pareil Ok. pour l'ail. Je pourrais prendre l'exemple de l'ail sur le cardiovasculaire. Honnêtement, si on prend de l'ail dans son alimentation, ça fera pas trop de problématiques. Par contre, si on commence à se prendre de l'ail en thérapeutique, là oui, si on a des médicaments cardiovasculaires ou des troubles cardiovasculaires, ça peut poser vraiment problème. Donc c'est exactement ça. Donc tu fais bien de le préciser. Quand je parle de plantes, c'est de plantes à dosage médicinal, à dosage thérapeutique. Ça, c'est mieux de pas le faire si on n'a pas de connaissances, si on n'a pas fait la formation, si on n'est pas outillé pour être certain qu'on va pas faire des conneries avec ces médicaments. Euh, Par contre, prendre un thé vert, non, il n'y a pas de souci. On va devoir conclure parce que j'ai déjà joyeusement dépassé l'heure. En plus, toi et moi, je pense qu'on parle assez vite. Alors, on a essayé de gérer notre débit, mais ça donne quand même déjà beaucoup, beaucoup d'informations. Allez, peut-être une dernière question. Le café, parce que celle-là, on me la pose sans arrêt. J'ai beaucoup de gens qui me disent, je digère plus le café. J'ai presque envie de te dire TDAH ou pas TDAH. Oui, c'est ça, TDAH ou pas TDAH. Alors, le café dans le cadre du TDAH, ça fait partie des stimulants. Et c'est sûr que les stimulants, ils vont avoir un impact. En fait, ça va stimuler le cerveau. Mais est-ce que ça va stimuler un cerveau en harmonie ou est-ce que ça va stimuler un cerveau en disharmonie? Et tout le sujet est là. C'est-à-dire, ça va exacerber. Donc, dans une grande partie des cas, TDAH, on évite les excitants. Vraiment, on essaie de les éviter. Sauf, et là, il y a toujours une spécificité. Il y a des gens chez qui le café va vraiment les aider à être beaucoup plus concentrés. Mais ça, c'est quelque chose qui est individuel. Donc, on a la généralité, où vraiment, ça peut faire pile, etc. Donc, on va pas y arriver et on évite les excitants. Ça, c'est la vérité générale. Et il y a la spécificité de la personne qui va prendre du café parce que ça lui permet d'être beaucoup plus concentré pendant 2 3 heures, tout comme, et ça, c'est improbable, mais il y a des clients comme ça qui prennent du café pour aller se coucher. Ouais, c'est Voilà. j'ai eu pas mal j'ai eu pas mal de témoignages comme ça. Donc il y a aussi le sujet, mais comme tu disais, je pense que c'est important, tu me l'as beaucoup répété, mais tu l'as pas dit là, que en gros, il y a une différence entre le terrain. Par exemple, les champignons adaptogènes, tu m'as dit, c'est pas attention, c'est pas que du terrain en fait. C'est donc et finalement le terrain, c'est aussi travailler sur le sommeil en général pour réussir à se recaler parce que disons-le, hein, quand on a un TDAH, on est quand même souvent fucked up au niveau sommeil. On Ça a fait une bonne partie idée à des... minuit, on la, on la tient jusqu'à 3 heures du matin et on kiffe ça, tu vois, et c'est juste le lendemain matin. Du coup, le café devient un outil pour se réveiller. Bref, tout ça, t'en parles dans ta formation. Allez, je te pose deux, trois questions pour conclure parce qu'après, moi, je reçois sans arrêt des questions. Ton protocole, du coup, il s'adresse à qui en priorité? Alors, le protocole actuel, donc créer son protocole TDAH, il est en priorité pour les personnes soit qui sont diagnostiquées TDAH, soit les personnes qui supposent ou qui ont un doute d'avoir un TDAH. Parce que dans tous les cas, c'est un travail de terrain et d'hygiène de vie et ça ne fera de mal à personne, clairement. Euh, Après, François le dit. voilà, en priorité, c'est ça. Je sais qu'il y a des psys qui font la formation parce que pour apporter des outils à leurs patients. Je sais qu'il y a des naturopathes, des confrères qui font cette formation adulte pour apporter des outils à leurs consultants. Mais ça, c'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment fait du pratico-pratique pour que la personne en diagnostic, avec ou sans médicaments, ou la personne en attente de diagnostic ou qui se pose des questions puisse commencer déjà à travailler sur elle. Ça, c'est la version adulte. La version enfant, la cible, c'est principalement les parents pour pouvoir avoir des outils pour aider
leur rejetons. Parce que j'en ai accompagné pas mal et clairement, il y a des choses hyper simples à mettre en place en tant que parent pour pouvoir aider son enfant. Donc voilà, ça fait partie des deux leviers. Mais, je terminerai là-dessus, il y a des personnes qui sont des psys ou des personnes du corps médical qui veulent faire uniquement la formation enfant pour accompagner les enfants. Non. C'est-à-dire que ça suffira pas. C'est-à-dire que la formation adulte, si elle fait 8 heures, c'est qu'on rentre dans plein de détails et que pour les enfants, c'est vraiment ciblé par an. Donc les personnes qui voudraient utiliser ces formations-là pour accompagner, il faut faire les deux. Ok, c'est très clair. Un message à transmettre aux personnes qui hésitent finalement à explorer cette approche. Alors, on peut hésiter pour diverses raisons en se disant, punaise, j'ai déjà acheté trop de trucs. Je sais pas prendre mes médicaments, ce qui, moi, voilà, ce qui était mon cas. Moi, je me disais, j'étais persuadée de jamais réussir à suivre quelque chose comme ça. Ceux qui hésitent en se disant, bah oui, mais je veux d'abord, enfin, voilà, est-ce que tu aurais quelques mots? Alors quelques mots. J'aime bien Catherine. On est dans l'impulsivité du coupage de micro avant que tu aies fini de parler. Oh, pardon, quelques mots à transmettre en fait aux personnes qui hésitent en fait à explorer cette approche du TDAH au naturel, bah parce que on a toujours la trouille en fait parfois de pas y arriver aussi. Je pense on est nombreux à avoir une forme de déficit de confiance en nous, surtout sur des choses qui. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est vous aimez jouer? Vous aimez la gamification? Ouais, c'est bon ça. Vous aimez les défis? Pourquoi pas essayer? Mais pas essayer en vous mettant la pression. Essayez simplement pour essayer, pour jouer. Est-ce que vous avez envie de voir si ça marche ou pas? Qu'est-ce qui... Que vous y arriviez aujourd'hui ou que vous n'y arriviez pas aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas grave, en vrai. C'est ce que je dis à tous mes consultants, qu'ils soient TDAH ou pas, c'est pas grave. Mais par contre, est-ce que vous avez envie d'essayer? La formation, elle est volontairement à un prix qui est accessible pour que tout le monde puisse y avoir accès. Euh, et puis, même si c'est pas maintenant, le contenu, vous l'aurez téléchargé, vous l'aurez. Donc, rien ne vous empêche de le faire plus tard. Mais pourquoi ne pas essayer, en fait? C'est pour ça que moi j'ai beaucoup gamifié ça. C'est-à-dire que je faisais une expérience sur moi-même. Et c'est l'avantage d'écrire, d'avoir un site sur ce sujet-là. C'est que je me dis, bah tiens, comme ça j'expérimente. Là, je suis par exemple en train d'expérimenter des champignons adaptogènes, des alternatives au café. Et je valide ou j'invalide des scénarios. Par contre, bah du coup, je me pose un peu dans la positionnement du bah, est-ce que ça fonctionne pour moi? Si tu avais un conseil simple à donner, accessible, pour mieux vivre finalement son TDAH au naturel, si tu en avais un à donner à tous ceux qui nous écoutent, lequel ce serait? Prenez du magnésium. Bisglycinate de magnésium à un dosage qui, alors là, je vais le donner le dosage commun, commun élevé, à un dosage d'un minimum de 400 à 600 mg par jour, soit bisglycinate de magnésium, soit taurinate de magnésium, déjà de base, en essayant ça, déjà. C'est marrant, j'aurais cru que tu allais dire les oméga 3. Ben, j'ai hésité. Ils sont très difficilement dissociables, hein, mais vraiment en premier, je dirais le magnésium à ce dosage-là. Et ensuite, oui, les oméga 3 arrivent en deuxième. Il y a au moins trois gros leviers en premier. Mais ça, vous les découvrirez dans la formation. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, où est-ce qu'ils peuvent trouver ta formation? Alors, je rigole parce que tu as encore coupé ton micro trop tôt, mais c'est bon, on a compris. Ah, pardon, c'est juste pour éviter les interférences. Donc, la formation, on met les liens juste en dessous. Sinon, c'est sur la plateforme navae.fr, navae.fr, sur laquelle il y a toutes mes formations. Et c'est la première plateforme que j'ai appelée le bien-être simplifié. Vous avez sur cette plateforme les formations, mais j'ai aussi, pour les compléments que j'ai pu mettre, ils sont directement disponibles ici. À l'heure où on enregistre cette vidéo, c'est pas encore disponible, mais ça va être disponible. Vous aurez des packs clés en main où vous pourrez directement avoir les packs de compléments que vous recherchez. Le but, c'est que ce soit vraiment simple et e-book, formation offerte, etc. ou lien, on vous met les liens juste en dessous. Ce sera plus simple pour cliquer. Vous n'aurez pas à chercher.
Merci beaucoup Loïc pour ce temps. J'espère en tout cas que vous autres auditeurs, auditrices, vous aurez compris qu'en fait, il n'y a pas d'opposition entre la médecine et la naturopathie, que tout est une question d'équilibre, d'équilibre individuel. Donc ça impose aussi peut-être, et je pense que c'est important de le dire, une responsabilisation aussi, de se dire, bah tiens, je vais essayer. Parce que ce qui fonctionne sur Catherine ne va pas forcément fonctionner sur Lionel, sur Karim, sur Gertrude. Voilà. Oui, On est Gertrude, c'est tous un sympa. peu... Oui, je me demande pas pourquoi ce prénom m'est venu. On est vraiment dans une On embrasse exploration. Toutes les Gertrudes qui regarderaient. Exactement. Et là, on va voir un petit message. Je m'appelle Gertrude. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'explorer. En fait, finalement, n'hésitez pas. Quand je vois, moi, le fric que j'ai cramé, aussi, je pense que c'est important de le dire. Souvent, on a du mal à prioriser les bons achats quand on a un TDAH. On a tendance à acheter des trucs un peu impulsivement et mettre de côté finalement tout ce qui est santé parce qu'on se dit bah tiens on va d'abord faire passer des choses bah parfois sans faire exprès parce qu'au milieu de la nuit on est sur un site web en train d'acheter des trucs parce qu'on est bien targeté par une publicité. En fait, c'est aussi prendre soin de soi. Moi, je pense qu'aujourd'hui le TDAH, moi je le vois pas du tout comme quelque chose de négatif. Dire que j'ai un TDAH, je l'ai dit publiquement, de la même façon que je suis brune, j'ai un TDAH. Pour moi, c'est à peu près au même niveau. On arrive avec une sorte de loterie de la vie, en gros, mais derrière, en faisant des choses, en fait, on peut tout à fait vivre sereinement avec un TDAH. C'est pas une fatalité. Et ça, c'est important de le répéter. Je crois que je l'avais marqué dans mon bouquin. Quand j'ai écrit le bouquin TDAH, c'est parce qu'un jour, une maman était venue, j'étais en train de réfléchir, je commençais à poser. J'ai une maman dans une conférence à qui j'avais dit, bah, tiens, j'ai un TDAH, qui m'a dit, ah, s'il te plaît, écris un bouquin pour pas que mon enfant, que mon fils, pour donner de l'espoir à mon fils parce qu'il en a plus. Et là, je me suis dit, punaise, à quel moment, en fait, on a fait rimer le TDAH avec une atypie qui soit si forte qu'elle ne puisse pas s'intégrer dans une société aujourd'hui. Alors, la société, elle est clairement pas ultra faite pour les TDAH, on va pas se mentir. Une société linéaire, mais on est quand même généralement fortement cyclique, on est passionné aussi. Mais par contre, en retravaillant des choses, comme tu dis, on garde notre personnalité. Le TDAH, il est toujours là. Par contre, ben, on devient capable de faire moins finalement d'erreurs, parce que moi c'était ça hein, qui revenait beaucoup, de moins d'erreurs d'inattention. On est capable d'être un peu plus structuré en fait, selon la norme à un instant T de notre société. Peut-être que dans 10 ans, quand tout marchera à l'intelligence artificielle, peut-être qu'avoir un TDAH avec des phases un petit peu monomaniaques sera hyper plus intéressant en fait et qu'on nous demandera d'enrichir ça et qu'on nous dira non, prenez absolument rien parce qu'il faut que vous ayez ce côté impulsif parce que c'est vrai qu'autrefois, probablement, les gens de TDAH, c'était ceux qui osaient, qui se lançaient, qui étaient un peu, tu vois, qui allaient débroussailler la nouvelle forêt dans laquelle il fallait rentrer parce qu'ils avaient un peu ce goût, en fait, parfois de l'inconséquence, en fait, de nos actions, etc., etc. Loïc, donc Loïc Ternicien, je t'ai beaucoup appelé Loïc, mais bon, tu es Loïc Ternicien. Je te remercie pour ce podcast. J'espère qu'il vous a intéressé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, hein, si vous avez des petites questions, vous pouvez commenter. Et on se retrouve côté sur le site TDH et alors, mais tdh.io du coup, ou sur le site de Loïc. Ciao. À très bientôt.